avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 actus ciné sinon rien, avec moi pour m'accompagner Moss. Bonjour tout le monde. Et Gino. Salut tout le monde. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires, afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Un nouveau Superman, les crevettes de retour et Paramount qui s'enflamme en arrivant sur le marché du streaming, et ça commence maintenant. Commissaire. On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? Première news, un nouveau Superman, un nouveau film produit par J.J. Abrams. Superman va de nouveau prendre son envol sur grand écran. Un nouveau film est en préparation, produit donc par J.J. Abrams et écrit par Ta-Nehisi Coates, qui a notamment travaillé sur les comics books autour de Black Panther. C'est Deadline qui nous les annonce. Il est en préparation sous la houlette donc de J.J. Abrams, comme je le disais, avec la société Bat-Robot. Ce nouvel opus sera écrit donc par l'auteur et journaliste américain qui n'est pas étranger au monde du comic book puisqu'il a lui-même mis en scène donc la mini-série World of Wakanda autour de Black Panther, primée au comic book de San Diego en 2018. À l'heure actuelle, 2 inconnus majeurs se présentent. Il s'agit peut-être d'un nouveau reboot 8 ans après, orchestré par Zack Snyder avec Man of Steel, et on ne sait toujours pas si Henry Cavill sera de la partie. Messieurs, qu'en pensez-vous de cette news? Est-ce que vous avez une idée sur l'intrigue et le nom peut-être du futur acteur? On commence par Meus, non? Oui, allez, allons-y. Donc ouais, DJ Abrams produit apparemment, mais peut-être aussi, après il n'y a rien de confirmé pour l'instant, qui pourrait être derrière la caméra à la réalisation. Donc on verra, on va attendre les prochaines news à ce sujet-là, mais ça pourrait être une bonne idée en tout cas, parce que bon, autant les derniers Star Wars étaient décevants, mais je pense pas que c'était sa faute en soi, c'est plus à la prod, Kathleen Kennedy notamment, et tout ce qui était scénario qui était pas foufou. Mais après au-delà de ça, quand tu lui donnes une caméra, il sait s'en servir, c'est un très bon faiseur, je trouve. Toute sa filmographie, tous ses films sont bien faits, mais même s'ils ne sont pas tous bons à mon sens, je pense que son premier c'était comment déjà, tu sais, avec les gosses, là, produit par Spielberg. Super 8. C'est ça, Super 8. Je sais qu'il y avait 8 dedans. Bon, qui était encore une fois bien fait, mais très gnangnan, quoi, à la fin. Bref, on va pas spoiler. Mais au-delà de ça, ouais, très Spielberg, tout simplement. Mais sinon, non, c'est techniquement, tous ces films sont absolument impeccables. Moi, je pense notamment que j'ai adoré, c'est toi aussi, Gauthier, je crois, les 2 premiers Star Wars de la nouvelle trilogie, on va dire ça comme ça. C'est lui qui les a fait et ils ont techniquement et même j'ai envie de dire Star Trek, mais parce que Star Wars j'ai pas trop aimé en fait en vrai. Non, t'as dit j'ai dit Star Wars, excuse-moi. Star Trek, excuse-moi. C'est juste pour rectifier. Je suis sûr qu'on parle du même film parce que là j'ai peur. Oui. Non, je parlais bien de Star Trek, autant pour moi, donc avec Chris Pine qui était vraiment très bien fait, qui a bien relancé la franchise, qui l'a bien modernisé, et j'ai vraiment adoré ce petit coup de neuf qu'il a mis sur cette saga. Star Wars par contre c'est autre chose, même si encore une fois j'insiste, techniquement c'est impeccable. Même les Star Wars, c'est absolument impeccable. Super, voilà, c'est des très belles images, là-dessus on peut pas dire. Donc en soi, je suis assez enthousiaste. Là où je suis un peu déçu effectivement, c'est pour le Superman d'Henry Cavill, parce que faut pas se leurrer, ça va être un reboot, il va pas être repris, j'y crois pas une seconde malheureusement, parce que j'aime beaucoup l'acteur dans le rôle. Mais quelque part on a déjà eu cette conversation, Gauthier, faut rebooter, par contre s'il reboot, qu'il fasse un truc bien de A à Z et sur le même ton et un truc cohérent, quoi, parce que le truc où on change de cap en cours de route, c'est bon, quoi. Enfin, j'espère que la Warner aura de
ses erreurs sur la saga chapeautée par Zack Snyder. Et le seul truc où j'ai peur, et là je vais faire mon vieux connard réactionnaire, il y a un truc qui est dans les tuyaux et qu'ils n'ont pas intérêt à faire, parce que là je boycotte le film, et c'est juste par principe. On parle encore une fois de faire un Superman black. Alors, je suis bien pour qu'on dépoussière les mythes, mais les dénaturer, ça non, parce qu'après c'est quoi? C'est un Batman non binaire ou je ne sais pas, on peut faire un Batman black. Alors okay, attention, parce que Superman apparaît, je crois, dans les comics en noir, il me semble, dans 2009. Oui, mais c'est pas Clark Kent. Oui, ça fait comme Miles Morales. C'est un univers parallèle, donc c'est totalement différent. Donc à ce moment-là, si on fait ça, je veux bien, comme Miles Morales, ça ne me dérange pas. Mais si on me dit que c'est Clark Kent, ça non, tu vois. Et pourtant, on parle de Michael B. Jordan dans le rôle potentiel. J'adore l'acteur, mais un Superman black, désolé, non, c'est comme si encore une fois, je vais prendre le truc inverse. Moi, un personnage que j'adore, c'est Blade, le dernier film, c'était interprété que par Wesley Snipes jusqu'à présent. Oui, j'adore le personnage, il y a du potentiel, mais on fera un Blade blanc, je dirais la même chose. C'est-à-dire que si tu dénatures complètement le personnage, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est le même principe. C'est une icône. Pour moderniser, oui, mais dénaturer, non. Donc ça, par contre, voilà. Bref, je suis mon petit réac là-dessus, mais c'est le seul truc sur lequel je mettrai personnellement mon veto. De toute façon, ça ne fera rien, puisque de toute façon, j'ai ma voix. Après, Michael B. Jordan, il ressorte la news là un petit peu. C'est un peu étonnant d'ailleurs qu'il la ressorte, parce que ça a été. Je pense que c'est plus pour faire du putaclic qu'autre chose, honnêtement. Après, c'est peut-être. Non mais on verra, parce qu'il y a des bruits comme quoi il était déjà intéressé par le rôle auparavant. Oui, parce que tu vois, moi le progressisme à l'américaine, j'en ai jusque là, ça se voit pas podcast, mais j'en ai jusque là, au-dessus de la tête. Donc non, franchement, juste ça quoi. Autant il y a plein de personnes. Regarde, par exemple dans la saga de Zack Snyder, ils ont mis Perry White, ils ont mis Laurence Fishburne, le place Perry White n'est pas afro-américain, il y a pas de souci, c'est un second rôle, pas de problème quoi, mais pas le rôle principal. Comme Gordon par exemple qui aussi, voilà, pour le prochain Batman. Pareil, ça, nickel et tout, c'est même très bien. Mais là, non. Tu vois, c'est juste, je fais mon relou de service, mais c'est le seul truc sur lequel je gueulerai très fortement si ça arrive, parce que voilà. C'est le côté iconique, en fait, c'est ça, ce que tu es en train de dire, par rapport au nom et qu'est Clark Kent. D'accord, ok. C'est ça, exactement. Et toi, Gino? Écoute, j'ai l'impression que j'ai à peu près les mêmes infos que j'ai retrouvées sur internet, les mêmes infos que Meus, donc je pense que t'as dû mettre Google Reboot Superman comme moi. T'as dû trouver les mêmes infos. Je vois que tu es quelqu'un de très méthodique et de très minutieux, donc je suis ravi de voir ça. Moi, les recherches bouleines sur Google, ça me connaît. Je peux dire. Exactement. C'est du travail de journaliste de longue haleine. Oui. Non, je vais pas avoir énormément de grand chose à répéter au risque de faire de la paraphrase, donc ce serait pas hyper constructif. Sur J.J. Abrams, non, c'est vrai que le travail qu'il a pu faire sur Star Trek notamment, ou même comme tu le signalais techniquement sur Star Wars, ça peut être impeccable. Alors après là sur un super-héros, moi, franchement, je vous le dis, vous le savez déjà, moi, c'est pas un film qui me hype non plus à mort, quoi. Moi, tout ce qui est super-héros, j'ai l'impression de me répéter, par contre, de podcast en podcast, mais c'est pas du tout mon univers de prédilection. Henry Cavill, c'est vrai que, par contre, pour l'avoir vu dans les Man of Steel ou Batman et Superman, par exemple, c'est un excellent acteur dans le rôle, donc c'est vrai que ça peut être agaçant de voir, différents acteurs se succéder dans le rôle du héros à la cape, on est d'accord là-dessus. Mais après, il semblerait que Zack Snyder ne l'entende pas de cette oreille, que lui, il aimerait bien que ce soit quand même Henry Cavill qui joue le rôle de Superman. Alors après, est-ce que c'est pour de l'intox, de la fausse information qui circule sur le net? Ça, je sais pas trop. Après, Michael Jordan, je le préférais sur les parquets aux Chicago Bulls quand même qu'au cinéma. Mais ah, pardon, c'était Michael A. Jordan à l'époque, c'est vrai, pardon. Là, c'est Michael, non, il est très bon, Michael B. Jordan, c'est un très bon acteur. Après, en effet, je partage assez bien ton avis sur le sujet, parce que moi, l'info similaire qu'on avait tendance à nous ressortir à une certaine époque, c'était de pouvoir justement rendre James Bond black. Voilà, comme moi, j'ai toujours défendu le côté James Bond qui est le beauf stéréotype du britannique alcoolique
caucasien de base, voilà, c'est vrai que je défends assez ça. Après, par contre, comme tu dis, si on te donne l'identité de Superman qui ne s'appelle pas Clark Kent, en effet, là, je vois pas l'intérêt dans ce cas-là de bloquer le rôle à un acteur noir ou asiatique ou ce que l'on veut. Mais voilà, en effet, je suis d'accord avec toi que dans le cliché moderne, Clark Kent est un caucasien, on va dire ça comme ça. On peut pas non plus se permettre de dénaturer pour le fait de cocher des cases ou être dans la vogue du moment à vouloir tout chambouler, quoi. Voilà. Et puis surtout que on n'empêche pas de créer par exemple de nouveaux personnages afro-américains, n'importe quoi. Mais pas voilà. Et je prends encore une fois l'inverse. Encore une fois, un Black Panther blond n'aurait aucun sens. C'est pareil, ça dénature complètement le personnage. Donc c'est un peu la même idée. Là, il est recruté par un fermier du Kansas, pardon. Enfin, tu vois, il y a tout le côté aussi, adoptif, même si, bref, on peut moderniser, mais là, encore une fois, pour moi, on va trop loin, c'est dénaturé. Et c'est pour ça, ça me gênerait beaucoup. C'est ça, et c'est encore une flèche supplémentaire à l'arc de dire qu'il manque énormément de créativité. On va te vendre ça comme de la créativité si on te met une personne d'une autre apparence pour jouer le rôle d'un personnage qui a déjà été joué par de nombreux acteurs et à maintes reprises. Donc j'appelle pas ça de la créativité, mais du recyclage. Et du recyclage, entre guillemets, de pensée. Et ça, c'est pas forcément... il y a une certaine hypocrisie en plus là-dedans. Complètement. Donc, je suis assez d'accord avec toi qu'il y ait de la diversité au cinéma, c'est normal, on ne devrait même pas se poser la question. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, en effet, je trouve que dans ce cas-là, ce serait même plus glorifiant pour ces gens-là d'avoir un rôle qui est taillé pour eux. Voilà, c'est un personnage. Voilà, c'est un personnage de base. Qu'il soit black, qu'il soit asiatique, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans ce cas-là, on peut pas se freiner à la créativité là-dessus. Là, c'est pas de la créativité, c'est du recyclage pur et simple. Et c'est je trouve que ce serait pas logique. Voilà, comme tu le signalais, Gauthier, dans l'univers de Spider-Man, il y a un personnage qui s'appelle Miles Morales, qui est bien connu, et Miles Morales, c'est un petit Afro-américain, et ça a été très bien casté pour ça. Et il y a Spider-Man, il y a plusieurs Spider-Man, il y a Peter Parker et il y a Miles Morales. Il y a deux personnages. Là, c'est différent. Voilà, et il y a plusieurs Superman. Voilà, comme tu le signalais. Voilà, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs Superman et Spider-Man. Et comme tu le dis, dans les comics, en effet, c'est vrai, il y a un Spider-Man noir. J'ai vu cette info-là, mais par contre, je n'ai pas retenu le nom. Mais de mémoire, ce n'est pas un Clark Kent. Voilà, par contre, là, ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est plus pour voir la réaction qu'aurait pu susciter le film. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais d'avoir justement des parents adoptifs comme Martha et j'ai oublié comment il s'appelle le père. Jonathan Kent, justement afro-américain. Ça aurait été marrant d'avoir ça justement qui adopte justement Clark Kent blanc et la vie en société, comment les gens auraient vécu ça. Ça aurait été intéressant parce qu'ils auraient fait quelque chose justement. Tout à fait. Limite. Carrément, quelque part, justement, un effet de société. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer là-dessus, mais ça aurait été intéressant pour le coup. Si, je vois bien ce que tu veux dire. Le regard des autres, voyant un couple afro-américain, par exemple, qui élèverait un enfant blanc, en effet, ça fait un peu ce qu'on a l'habitude de voir à l'inverse, parfois le cliché où un couple blanc adopte un enfant de couleur, par exemple. Ça aurait été ultra raciste parce que le blanc aurait été supérieur effectivement, je pense qu'ils le feront jamais, mais c'est vrai que ça. Bien sûr. Mais on peut déjà, avec ce personnage-là, mettre plein de thèmes de sous-texte politique, c'est-à-dire que le rejet de la différence, tu vois, essayer de s'intégrer dans une société qui ne ressemble pas. Tu vois, on peut faire, par exemple, tu vois, ça me fait penser au film X-Men de Bryan Singer dans X-Men 2, quand tu as un qui fait un peu son coming out homosexuel auprès de ses parents. C'est un peu ça, c'est le côté se révéler au monde aussi en tant que super. Rien qu'avec ça, même s'il est caucasien, tu peux très bien faire plein de messages derrière, tu vois, à faire passer. Tu vois, pas besoin de mettre un blague, quoi. Enfin, genre, travaillez votre scénar et faites passer un message après qui soit quand même digeste avant la forme. Mais voilà, c'est ça. Là, on change la forme. Exactement, c'est vrai, exactement ça. T'as tout résumé. Donc c'est juste ça. Donc bref, pour juste en revenir sur le film, si c'est un reboot, ils vont pas reprendre Henry Cavill, c'est sûr, parce qu'ils vont vouloir couper avec ce qui a été fait auparavant.
Ça semble logique. C'est voilà. l'idée première déjà, ouais, tout à fait. Donc voilà. Maintenant, on espérera juste qu'ils seront cohérents de bout en bout et que on aura des faiseurs comme J.J. Abrams, en tout cas, qui sur le plan, en tout cas, de la qualité filmique, qui nous rendront un métrage au moins de qualité, au moins sur la forme, et espérons-le aussi sur le fond. Et si c'est J.J. Abrams, par contre, voilà, tu vois, qui part sur la piste d'un Superman Black, par exemple, eh bien, écoute, je préférais que ce soit Michael B. Jordan que John Boyega, par exemple. Voilà, vu qu'il a déjà tourné avec J.J. Abrams, en termes de talent pur, Michael B. Jordan, c'est quand même 5000 rangs au-dessus de John Boyega. Voilà, j'ai rien contre ce monsieur qui a l'air hyper gentil, voilà, hyper fraternel dans ses films, mais par contre, voilà, en termes de jeu, c'est quand même autre chose, quoi. Ah oui, Michael B. Jordan, oui, c'est. Après, dans Creed, dans Creed, il est excellent. Super dans Creed, c'est génial. L'investissement physique qu'il a mis, ça se voit. Ah, le bâtard dedans, fou. Ah, il est gaulé. Hein. Et je pense qu'il prend des vrais nions, par moment aussi, dans le film. Ah ouais, il me semble. Non, c'est ceux qui s'investissent. Il fait pas semblant. Hein. Super acteur, sinon, au demeurant. Il n'y a pas de problème, ça là-dessus, on est d'accord. Alors après, voilà, c'est juste pour dire de mon côté, moi aussi, je suis comme Meus, je pense qu'il faut totalement rebooter la franchise, ou en tout cas faire comme Batman, The Batman maintenant, parce que voilà, ça va être The Batman avec Robert Pattinson, et c'est vraiment de le faire solo, pas forcément dans une Justice League. Après, pour ma part, Superman, lui, mis à part Richard Donner, ça n'a jamais été vraiment correctement adapté, je trouve. Il y a eu un semblant d'espoir quand je regardais Batman et Superman, car il traitait correctement du personnage avec une question: si Dieu était parmi nous, comment l'humanité recevrait cet être tout-puissant? Une question déjà abordée dans un autre film du réalisateur, Zack Snyder, quelques années auparavant avec un autre comics, Watchmen. Bien que j'ai adoré Batman et Superman, je peux m'empêcher de repenser au fondement fissuré de Man of Steel, qui brillait par moments, mais qui allait dans la surdose, délaissant presque même l'histoire, et puis cette bouse de Justice League par Josh Whedon, dont Gino est impatient de découvrir la vraie version du réalisateur, je rappelle. Oh là là, j'en salive d'avance. Oui, c'est sûr. Pour ma part, Superman, il est bien mort après Batman v Superman, et car quoi que dise Warner, en le ressuscitant dans cette merde de Justice League, Superman n'arrivera plus jamais à se relever, et ni même le reste des personnages de DC, au point de faire un Batman à part, de faire un Joker à part. Warner veut faire table rase, en espérant qu'il ait appris, comme disait Meus tout à l'heure, de ses erreurs comme jadis, à la fin des années 90, lors de la sortie de Batman et Robin. Donc à voir par la suite, effectivement. Après, j'ai pas vraiment d'acteur, moi, préféré. Par contre, que je vois dans le rôle. Qui dans le rôle? Là, j'ai pas vraiment réfléchi. C'est vrai que Henry Cavill, il incarne tellement que. Si, il y avait, comment il s'appelle là, tu sais, qui est un très bon acteur. Après, maintenant, avec son âge, je sais pas encore si, si ça pourrait le faire quand même. Tu sais, il joue dans Social Network. Si, il fait les jumeaux là. Jesse Eisenberg. Oui, Ami Hammer, mais en ce moment, il a des problèmes avec la justice. Ah merde, j'étais pas au courant de ça, pardon, désolé. Donc, il peut pas trop. Je pense, même sa carrière, je sais pas ce que ça va donner après, on va voir. Christophe Castaner a du temps libre apparemment, peut-être, sinon. Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais choix, au contraire, ouais, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai parce qu'il est grand, il est assez costaud, il fait 1m96 déjà, donc comme Christopher Reeves, si je ne m'abuse à l'époque, plus grand qu'Henry Cavill en l'occurrence, pour l'autre, on sait qu'il est très grand, Superman de base, et puis même niveau gueule et tout, puis on lui a pas jusqu'à présent donné de rôle iconique, puis ce serait marrant, petit clin d'œil, quand on sait qu'il a joué avec Henry Cavill dans Code Uncle et qu'il n'était pas pressenti pour jouer dans Justice League, mais du réalisateur de Mad Max Fury Road. C'est ça, exact. De George Miller, pardon. À la base de la base. Oui. Exact, c'est vrai. Donc ça ferait quelque part un beau clin d'œil, un beau retour sur Batman, pardon. Oui, il me semble Batman, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc c'est intéressant. Ça pourrait être bon. Ils vont bien nous mettre un Oscar Isaac. C'est vrai qu'il est dans tous les rôles maintenant, lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, je sais pas. Ouais, non, après il y a pas mal d'acteurs possibles, attention, mais. Armie Hammer, 34 ans. Donc. Ouais, on est dans les âges où.
ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu vois des photos des films Superman avec Henry Cavill, je suis assez d'accord que il se rapproche beaucoup de ce qu'on pouvait voir dans les comics d'origine, quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, je pense, à passer après. C'est une gueule aussi, Superman, quoi. C'est une gueule aussi, Superman. C'est ça. Donc il y a ça à prendre en compte. Exact. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette news ou pas du tout? Non, absolument pas. Eh bien, on va pouvoir passer du coup à la deuxième news. District 9 ou 9, Neil Blomkamp relance enfin la suite et promet son arrivée prochaine. Après des années de galère, Neil Blomkamp a de nouveau lancé plein de projets, dont District 10, la suite tant réclamée de District 9. Véritable choc dans l'année 2009, District 9 a permis au jeune réalisateur sud-africain Neil Blomkamp d'émerger en tant qu'une nouvelle voix puissante de la science-fiction. Par la suite, le cinéaste s'est construit une filmographie hautement cohérente en prolongeant ses thématiques et son amour de la pop culture avec Elysium et Chappie. Malheureusement, Neil Blomkamp est désormais aussi connu pour ses longs métrages que pour ses nombreux projets avortés du côté d'Hollywood, à commencer par Halo également, donc l'adaptation de Halo, Alien 5 et Robocop Returns. Après avoir fait la nique au studio et fondé une petite structure indépendante Watts, le cinéaste a eu le temps de tourner un petit film d'horreur en 2020 en pleine crise sanitaire. Alors, déjà vous, dans un premier temps, ma première question, ça va être simple. Est-ce que déjà vous avez vu District 9? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez d'une suite qui est visiblement dans les cartons? On commence avec Gino, on inverse cette fois-ci? Ouais, écoute, moi ça va être très rapide parce que je n'ai pas vu District 9 ou District 9 comme tu veux dire. Cependant, en revanche, j'ai quand même vu la bande-annonce. Je ne suis pas sans savoir que c'est un film qui est plutôt bien reçu de la part de la critique et également des spectateurs, du public. Donc ça me donne forcément envie de pouvoir m'y consacrer un petit peu de temps pour le regarder, au moins en prendre connaissance, parce que rien qu'à la bande-annonce, ça m'a donné envie, quoi, en fait. De ce que, voilà, je te décris juste ce que j'ai pu comprendre dans la bande-annonce, côté un peu monde post-apocalyptique mêlé à une invasion presque extraterrestre. Enfin, je sais pas si on est complètement dans une invasion dans cette terre d'Afrique du Sud, mais du coup, si j'ai bien compris, ce sont les humains qui sont confinés ou cloîtrés dans un district à part, où ils sont protégés. C'est bien les extraterrestres en fait, en vérité, qui sont confinés. Voilà, c'est ça que j'avais eu du mal à discerner dans la bande-annonce. Mais ce côté un peu, comment dire, c'est un peu filmé à la manière d'un documentaire, c'est assez intéressant. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce d'histoire aussi de contamination où l'espèce de reporter se fait contaminer par un produit. Il y a juste une scène comme ça dans voilà, donc je vais pas vous demander forcément du spoil là-dessus parce que je regarderai ce que ça donne. Mais bon, c'est un film qui va bien avec son époque, quoi, avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Donc on peut être contaminé par le virus, on peut être confiné dans notre district 9 à nous. C'est vrai. Voilà, donc après, je me dis que si le film a été si bien reçu et s'il a été si bon que ça, ce n'est pas une suite qui sort comme ça dans la foulée. Il y a quand même eu quelques années entre les deux, donc c'est le même réalisateur qui revient aux commandes. Bah écoute, là-dessus, moi je ne peux que l'encourager. Si lui il a une idée de la suite à donner à son scénario, à son histoire, bah écoute, qu'il y aille, au contraire. Enfin une œuvre originale pour le coup. Même si c'est une suite. Oui, même si c'est une suite, après, c'est quand même, faut aussi mettre en évidence que c'est un film quand même sud-africain. C'est quand même pas quelque chose qui est commun, on va dire. Oui. Tourné en Afrique du Sud, donc écoute, un jeune réalisateur. Donc écoute, je lui souhaite que de pouvoir confirmer son film qui a été très bien reçu par le public et par la critique.
Voilà, c'est tout le mal que je peux lui citer. Après, voilà, les seules choses que je pourrais me méfier d'une suite, c'est de tomber dans la facilité. Donc, bon, un petit côté fan service, par exemple. Bon, même si c'est moins, même si t'es moins dans le fan service que sur une grande saga ou un truc comme ça, mais je veux dire le côté facilité scénaristique, par exemple, tu vois, ou à vouloir faire un espèce de copier-coller de ton œuvre de base. C'est la seule chose. Mais après, ce jeune réalisateur, Neil Blomkamp, ne semble oui, bien sûr. Après, généralement, tu te bases sur des choses dont tu maîtrises le sujet, mais ça ne t'empêche pas aussi de pouvoir créer. Voilà. Là, c'est un film de science-fiction, donc la science-fiction, par définition, tu crées ton univers, plus ou moins, quoi. Voilà. Donc, s'il y a déjà une première chose intéressante là-dessus. Enfin, je pense que ça voilà. Moi, comme ça, je ne m'attends à rien parce que je n'ai pas vu le premier. Donc, si je le voyais que comme ça, à voir si c'est une suite qui est une suite véritable de l'histoire de base. Si la fin du premier se justifie, s'il y a une ouverture dans la fin du premier pour pouvoir amener un second film, bah écoute, dans ce cas-là, il faut que ce soit aussi réfléchi, il faut que ce soit pensé. Ouais, ou alors peut-être que ça peut être un film qui peut se regarder complètement comment dire, en dehors du premier, tu vois, un peu comme un L'arme fatale ou un truc comme ça, où il n'y a aucune suite logique, si tu veux, où c'est deux histoires complètement différentes. Mais bon, là, s'ils veulent l'appeler District 10... Ce qui est fort possible, d'ailleurs. Parce que, ouais, mais s'ils veulent l'appeler District 10, peut-être pour faire un lien général avec l'histoire du premier, peut-être. Ouais, bah vu l'ouverture qu'on annonce à la fin du film, oui, effectivement, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait un lien. Après, il y a matière à faire une suite. Ah, il y a matière, oui. Oh, okay. Oui, je confirme. Et toi, Meus? Oh, bah, tout simplement, je dirais que je suis très curieux de ce projet parce que le film, en tout cas, je pense que Gauthier est comme moi, hein, on conseille le film, le premier, parce que franchement, il est vraiment bien fait. Et surtout, là où il est bien fait, c'est date de 2009, hein, si je ne m'abuse. Sur le plan technique, il est incroyable. Enfin, je trouve il est super bien fait, il est même encore mieux fait que techniquement que des films de maintenant, niveau effets spéciaux et tout. Ouais. C'est vraiment, il est voilà. Et puis il sortira aujourd'hui qu'on n'en verrait pas la différence. Oui. Hein. C'est vraiment ça. De toute façon, c'est un spécialiste à la base d'une Blomkamp des effets spéciaux et ça se voit tout de suite. Il y a pas à dire. Et puis au-delà de ça, même l'histoire est originale parce que pour le coup, c'est pas une invasion extraterrestre justement on a l'habitude de le voir dans le cinéma. Là, c'est à l'inverse, c'est un peu comme si c'était des migrants de l'espace et ils sont cloîtrés, c'est ghettoisés. C'est vraiment ça. Et pour le coup, on n'a jamais vu cet aspect-là. Et puis, t'as du coup, on va pas spoiler, mais bon, t'as au niveau message véhiculé, quelque part un peu oppressé, tu vois, là, ceux qui veulent pas les accueillir et puis du coup qui se retrouvent un peu dans leur peau, on va dire ça comme ça. Enfin, tu verras, c'est je trouve le fond comme la forme sont super bien, c'est original. Enfin, moi en soi que du bien à en dire. Le seul bémol qu'on pourrait faire à Neil Blomkamp et Gauthier, on a déjà eu cette conversation aussi, c'est-à-dire que malheureusement ces films sont tous dans l'ensemble très bien, mais en fait ils se répètent dans ces thèmes. C'est un peu toujours la même chose niveau thématique, c'est-à-dire que ces films, t'as l'impression de faire ces copier-coller dans un univers un peu différent, c'est tout. Mais voilà, attention que c'est un peu les mêmes films. C'est le seul petit bémol, mais malgré tout est très bien fait. Tu sens que c'est fait avec du cœur, pour le coup. Et c'est pour ça que, vu que l'univers de base du premier film était vraiment super intéressant et original, moi je me demande ce qu'il peut donner avec une suite. C'est prometteur parce qu'il y a vraiment moyen de faire une suite pour le coup, hein, c'est clair. Et il y a moyen de faire quelque chose de complètement différent, ce qui peut... Plutôt enthousiaste. Et puis surtout que et c'est un mec, de par son talent quand même, quand on a vu son démarrage, on pouvait dire il promet une grande carrière. C'est un peu en stand-by depuis un moment, surtout quand on lui a mis du plomb dans l'aile, Ridley Scott, là, avec Neil Blomkamp voulait faire Alien 5, et puis on a eu Prometheus et Covenant à la place. Quel bonheur. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais c'est un mec vraiment qui a du talent, et moi je suis content. Si ça peut le remettre sur les rails, et pour après le lancer dans d'autres projets encore, moi je suis carrément pour, donc je suis enthousiaste quand même de par ce projet et j'espère que ça va lancer sa carrière. Moi c'est un peu la même aussi, hein. C'est bien évidemment quand j'ai vu District 9 une énorme surprise à l'époque. Les effets spéciaux, on l'a dit, ça vit toujours bien et ça nous offre également aussi un scénario bien plus ouvert et plus intelligent qu'il paraît. Aucun film n'avait abordé, justement, comme tu as dit, Meus, les extraterrestres sous cet angle. On pense aux inégalités sociales, au racisme et bien sûr au ghetto. Beaucoup d'interrogations sur notre propre humanité en découlent. Et la réalisation, la mise en scène ira même... Alors, on va pas spoiler non plus, mais comme si notre héros était aussi comme les extraterrestres, comme si lui aussi était rejeté, comme une évidence où l'humanité se retrouve
dans les extraterrestres et les monstres dans les humains. District 9 est encore aujourd'hui un grand film de science-fiction qui critique indirectement notre planète comme un miroir de la réalité. J'attends bien évidemment cette suite en espérant, et c'est aussi les craintes que j'ai, que ce soit pas non plus une redite. On pense bien évidemment à Chappie qui était par exemple une redite à peine déguisée de District 9. Chapeau. Chappie, ouais, voilà, exactement, la suite Chapeau, voilà, on peut la faire, on peut la faire. Je me suis laissé tenter. T'as raison. Même si j'ai beaucoup aimé Chappie, bien sûr, mais j'espère que ça ira beaucoup plus loin et que l'ouverture du final de District 9 ne sera pas laissée de côté, parce qu'on peut aller vraiment dans un tout autre film. Donc voilà, pourquoi pas, et comme dit Meus, voilà, il faut quand même qu'on le soutienne, ce gars-là, parce que c'était quand même quelqu'un qui causait des choses, qui a dit beaucoup de fois fuck au studio, ce qui l'a laissé un petit peu sur le côté malheureusement pendant quelques années. Et j'ai envie de vous dire, même son film d'horreur, pourquoi pas aussi, hein. Ça sortira normalement dans l'année, voire peut-être début d'année prochaine, donc à voir. Et puis quand on y pense, je pense à ça, tu sais, au niveau thématique, on dit ça traite souvent du rejet de la différence, etc. Enfin, tu vois, c'est la question de notre humanité, comme tu l'as dit toi-même. Pour le coup, on peut dire que, même avant l'heure, si je puis dire, mais bon, c'est presque des scénarios progressistes, quelque part, mais c'est bien fait. C'est subtil, c'est intelligent. Tu vois, un petit peu sur ce qu'on disait en début de podcast par rapport à Superman, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de films, en fait, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de films qui le font avec de gros sabots. Exactement. Forcément au bisou lesbien à peine déguisé dans Star Wars épisode 9, ou comme ça permet de cutter pour le marché chinois. C'est tellement fait de façon hypocrite, alors que là on a vraiment un film, District 9 notamment, effectivement sur le racisme, on l'évoquait, ça pourrait même être un film Black Lives Matter, tellement c'est bien foutu, avec cette police qui est constamment en train d'oppresser justement ces extraterrestres. Donc, mais c'est subtil, c'est bien amené, ça vient pas avec ses gros sabots, c'est fait de façon à transmettre un véritable message et non pas effectivement de façon hypocrite comme les studios essaient de nous le faire depuis quelques années. Maintenant, c'est un argument marketing maintenant, c'est ça le problème. C'est fait de façon à transmettre une forme avant un fond. Et c'est ça, syndrome Netflix. Vous avez vu, vous avez vu comment on est ouvert d'esprit. Venez, vous voyez. Enfin, vraiment, c'est que tout le monde soit représenté. Donc voilà, un vrai message pour le coup qui parle, qui quelque part qui dénonce tout ça, comme tu dis, cette xénophobie sur le racisme, mais voilà, quelque chose de bien fait, d'intelligent. Donc, et si vous aimez la science-fiction et que vous l'avez pas vu, faut y aller. Non, en tout cas, ça donne envie, ce que vous en dites et tout. Et puis même la bande-annonce, je t'avoue que c'est un film que j'avais pas forcément vu passer à sa sortie ou quoi que ce soit. C'est pas un film qui fait du bruit, c'est pas non plus un film qu'on voit beaucoup à la télé, de mémoire, passé. Donc c'est vrai que les occasions de le regarder, hormis sur certaines plateformes où il peut être proposé, mais c'est pas généralement le genre de film où le nom t'évoque quelque chose, où t'attire l'œil non plus. Donc même l'affiche, elle donne pas forcément plus envie que ça en vrai. C'est pour ça que je me suis jamais intéressé non plus à ce film, ou que j'en ai pas forcément pris énormément connaissance. Et je crois, il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, Meus, qu'il n'y a aucun acteur connu, d'ailleurs. Charlton Copley, il a joué dans l'agence touriste, que de mémoire. Je sais plus d'accord. Je pensais qu'il y avait pas non plus, voilà, mais par lui, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il y a que des acteurs assez anonymes dans l'ensemble, mais pour le coup, même ils sont tous très bons de mémoire. Hein. Même le héros de l'histoire, il est pas du tout connu. C'était pas un argument derrière. Ah non. Il est pas, après c'est pas une superstar. Il a juste joué dans l'agence touriste, mais qui a été fait après d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça, je me dis qu'à l'époque, en tout cas, à l'époque, moi je le connaissais pas. C'est vrai. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Oui. Je crois que même d'ailleurs, il faisait partie des techniciens à la base. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'était pas du tout connu, je crois, ce gars-là à la base. Ouais. C'est possible. Mais non, t'as raison. Il a son oui. Non, mais pour le coup, en tout cas, c'était une belle révélation parce qu'il était très bien dans son rôle. Oui, complètement. Bluffant. L'évolution du personnage était vraiment très bonne. Donc, Et puis d'ailleurs, si vous avez l'occasion aussi, alors là, il y a un peu plus d'acteurs connus.
Également, Chappie, c'est vraiment quand même un très très bon film aussi, et encore très très bien fait. Et même assez touchant par moment. Enfin, pourtant, c'est sur l'éducation là cette fois-ci, effectivement. On traite d'un robot et tout, mais c'était vraiment, il est vraiment bien. Même si la thématique se répète un peu, il est vraiment bien. Enfin, on conseille comme la filmographie de Neil Blomkamp parce que quand bien même ça se répète un peu, tous les films sont plutôt bien faits et restent à voir quand même, dans tous les cas. Je dirais. Peut-être un peu moins Elysium pour ma part, mais bon, ça c'est mon avis. C'est un peu en dessous, mais effectivement. Mais ça reste tout à fait correct. Du coup, on peut passer à la troisième news. Paramount Plus déclare la guerre à Netflix et même les concurrents de Netflix. La plateforme de streaming de Paramount a su se reposer sur ses franchises phares pour annoncer ses futures séries et films. Elle est accusée d'un sérieux retard d'ailleurs par rapport à la concurrence. Paramount Plus va enfin permettre à CBS de se lancer dans la guerre du streaming prévue pour débuter le 4 mars 2021. Cette expansion et réinvention du CBS All Access s'est néanmoins donné des moyens pour trouver sa place dans le milieu très compétitif. En effet, la plateforme a confirmé que la plupart de ses blockbusters à venir y seraient disponibles à peine 45 jours après leur sortie en salle, comme Sans un bruit 2 ou encore Mission Impossible 7. Donc c'est quand même des gros films. Au-delà de ce produit d'appel, aussi désespéré que discutable, Paramount Plus a malgré tout un bel héritage cinématographique lui permettant d'offrir pas moins de 2500 films sur son service de streaming. Une aubaine pour les fans de cinéma de patrimoine, d'autant plus que la Major s'est spécialisée depuis quelques années dans les éditions physiques de qualité, assurant de bons remasters en HD et en 4K à pas mal de ses classiques. Et sont prévus d'ailleurs pour l'avenir, par exemple, l'adaptation de Halo, Star Trek, de nouveaux opus, Mayor of Kingston avec Jeremy Renner par le réalisateur de Equalizer, et un nouveau Paranormal Activity, je vais y arriver, et un préquel de Cimetière. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concurrent? Est-ce que c'est pour vous un candidat sérieux? On commence par toi, Amos? Alors du coup, moi je dirais oui, c'est un candidat sérieux de par son catalogue, parce que ils ont des licences avec, comme tu l'as énoncé brièvement, avec un vrai potentiel, une vraie fanbase, comme on dit, donc dans l'absolu oui. Bon, après ce qui nous dole, c'est bon, une énième plateforme, on va en avoir combien, 20, 50, après, je suis content, parce que moi, en tant que défenseur du support physique, ça me conforte dans le fait de toujours acheter mes films, comme ça, tu vois, c'est très bien. Puis en plus, vu que tout le monde ne pourra pas prendre un abonnement à chaque plateforme, forcément, il y en a qui vont peut-être être assez moyennes, donc ils n'auront pas le choix de se reporter sur le support physique. Donc moi, je suis très content en tant que cinéphile qui adore les Blu-ray et Blu-ray 4K. Moi, ça me va très très bien. Je l'achèterai, je m'abonnerai pas. Mais voilà, après, comme je dis, par rapport à ce qu'ils proposent, c'est évidemment un concurrent sérieux. Il y a de vraies licences, mais bon, ça va juste morceler le marché, encore une fois. Bon, ça va faire un peu de tort peut-être aux autres. Enfin, ils sont du tort entre eux, voilà, et puis bon, au lieu d'avoir après, je préfère encore ça, quelque part, qu'une situation de monopole, de quasi-monopole, comme on le retrouve j'exagère un peu, mais on le retrouve de plus en plus dans le cinéma conventionnel avec Disney, qui est de plus en plus puissant depuis le rachat de la Fox, notamment. Donc, quelque part, je vais faire ça. 25% du marché, c'est détenu effectivement par Disney. C'est pareil. Là, pour le coup, tu vois, donc je vais faire encore plein de concurrents, tu vois, mais j'aimerais bien que ce soit pareil dans le cinéma pour le coup. Donc bon, bref, un concurrent, j'irai prendre au sérieux. Bon, moi je m'abonnerai pas, je pense que vous ce sera pareil. Et en tout cas, voilà, en tant que défenseur du support physique à domicile, je suis très content. Comme ça, tout le monde, ça va obliger, je pense quand même, les distributeurs à ne pas négliger ce support malgré tout, parce que, comme je dis, ça va être tellement morcelé que s'ils veulent toucher un plus large public, ils n'auront pas le choix de continuer à promouvoir le support physique. Je suis content quand même. À mon avis, c'est mon analyse. Bien sûr. Et toi, Gino? Écoute, tu vois, si jamais il y avait une plateforme à laquelle je pourrais m'abonner, ce serait bien celle-ci, je pense. Parce que, à titre personnel, je dois avouer que la Paramount, c'est une des boîtes de prod où je sais pas, il y a des films m'apportent quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on a tendance souvent
à retenir les jingles facilement de la Fox ou de Warner, par exemple, tu vois, c'est les deux gros monstres, on va dire, de cinéma, même si la Fox aujourd'hui c'est Disney, mais pour moi, quand je vois un film, ça reste la Fox, tu vois, si tu veux, c'est un peu dans cet esprit-là. Et moi, c'est vrai que, bon, il y a Universal aussi là-dedans qui est assez imposant. Mais tu vois, j'aime beaucoup Paramount et MGM. Tu vois, je trouve que c'est des boîtes assez marquantes dans l'industrie du cinéma, mais qui n'ont pas je trouve, ce côté transmission à aujourd'hui. J'ai l'impression que le cinéma grand spectacle, il s'est vachement accaparé par Universal en troisième, Warner et depuis le rachat par Disney et par la Fox, j'ai l'impression que c'est ça et qu'on délaisse un peu ces films-là, alors que quand on regarde le catalogue, il y a quand même eu des grosses productions. Pour moi, voilà, j'ai toujours en tête ce fondu du logo de la Paramount qui arrive sur ces plaines arides dans Indiana Jones et la dernière croisade, je crois. Tu vois, c'est vraiment un symbole. Voilà, c'est les studios à la montagne, je crois qu'on les appelle, quelque chose comme ça, il me semble. C'est voilà, mais un catalogue comme ça où je pourrais revoir avec grand plaisir nombre de fois, par exemple Baywatch. Écoute, moi je suis ravi, quoi. C'est le bonheur. non, plus sérieusement, c'est vraiment moi je trouve que c'est une grande maison du cinéma qu'il faut défendre par-dessus tout. Et je trouve que plus les générations avancent, plus la Fox, plus la Paramount a de retard. En effet, c'est un constat qui est lucide, je trouve, qui a été fait par Gauthier. Elle a moins le vent en poupe que la Fox depuis le rachat par Disney, ainsi que Warner, qui ont quand même les deux studios ont quand même deux des grandes sagas du cinéma que sont par exemple Star Wars ou Harry Potter, quoi, sur les 30-40 dernières années. Voilà, c'est les deux mastodontes, mais c'est vrai que la Paramount, c'est aussi celle qui a apporté son soutien pas mal de fois à Spielberg. Donc je trouve que c'est assez révélateur. C'était une boîte de prod aussi qui a fait de grands westerns par le passé. C'est aussi pour moi la boîte de prod du plus grand film de tous les temps, qui est Le Parrain et Le Parrain 2, par exemple. Tu vois, c'est Mission Impossible, c'est tellement de choses, c'est Braveheart, c'est voilà, Le Flic de Beverly Hills. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de films que j'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être cette valeur un peu sentimentale ou nostalgique, je sais pas, mais je suis content de voir qu'ils prennent en compte le fait de vouloir se rattraper. Par contre, l'effet pervers de ça, c'est qu'ils en viendraient presque à faire de la merde pour pouvoir revenir sur le devant de la scène, comme avec Sonic, par exemple. Terminator Dark Fate, on n'était pas d'accord là-dessus, mais je suis d'accord que c'est moins bien que les premiers. Là, tu as parlé de Paranormal Activity 5, c'est ça? Le 5 est déjà sorti. Là, ce serait un nouveau, en fait, ce serait un nouveau Paranormal Activity. Voilà. C'est pas leur plus grand projet, tu vois. Je trouve que dans ces dernières années, quand je vois les films produits par la Paramount, s'il y en a qu'un que ça va être une merde, mais j'irai le voir juste pour le côté nostalgique, ce sera Top Gun Maverick, quoi. Mais voilà, c'est juste pour le côté. Mais voilà, quand je vois qu'ils ont fait du Dora, Crawl, Alexandre Aja, oui. Ouais, donc c'est pas non plus la folie, quoi. Ils ont fait du Rocketman qui était plutôt bien encensé. Voilà, non, mais moi c'est plus ce côté où j'ai envie de les défendre, quoi. Voilà, de dire aux jeunes générations, intéressez-vous aux films, voire ceux un peu plus anciens de la Paramount, quoi. Et même de la MGM, si je peux me permettre, on est hors sujet avec la MGM, mais la MGM est aussi une grosse boîte. Oui, voilà. C'est sûr. Un petit peu en perdition maintenant. Et malheureusement. Ils n'ont pas James Bond, ils sont donc c'est la boîte de James Bond, on est d'accord, mais c'est voilà. Donc pour les plus jeunes, c'est avec le lion qui rugit avant le film. Je pense que, à mon avis, enfin ça c'est voilà, ils vont sortir le nouveau James Bond dessus. Hein. Je pense que là, pour lancer la plateforme, il n'y aura pas mieux, à mon avis. Ça se tient, je pense. Mais juste pour revenir sur ce qu'on disait effectivement sur Paramount Plus, en tout cas c'est le nouveau nom qu'ils ont trouvé. Est-ce que vous avez déjà regardé Paramount Channel par exemple? Oui. Parce que c'est une chaîne qui est sur le on va pas dire le câble, mais maintenant qui est presque gratuite d'ailleurs. Elle est liée aux abonnements
Elle est liée aux abonnements cinéma sur les options Canal+. Quand tu prends le pack cinéma, tu as la Paramount Channel. Parce que je sais que moi je l'avais gratuitement sur Free par exemple à l'époque. Ça dépend avec certaines box, ouais, c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une chaîne que j'avais beaucoup regardée, d'ailleurs c'était peut-être la seule, parce qu'il y avait effectivement des anciens films, et à chaque fois c'était la qualité la plus haute. Ça paraît con, hein. Ouais. Mais c'est vrai que même les vieux films, ça paraissait en HD de façon très 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 correcte. Et c'est vrai qu'ils sont très très bons dans les Blu-ray HD, 4K et même HD 4K parce qu'on parle des Blu-ray en général, et c'est assez hallucinant d'ailleurs le remaster qu'ils font sur certains films. Donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans pour justement que les films ne tombent pas dans l'oubli quelque part et que les gens en fait et même les plus jeunes aient la possibilité de le voir en très très bonne qualité, un ancien film quoi. Donc c'est vraiment intéressant ça que ils offrent la possibilité aussi avec leur plateforme de pouvoir justement avoir la meilleure définition pour un ancien film. Ce que parfois les concurrents ne font pas. Hein. On a des fois des remasters de merde. Je pense à Netflix qui avait diffusé il y a pas très longtemps Daylight. Le son a été affreux, par exemple. Ah ouais. C'était assez hallucinant d'ailleurs. Donc par rapport à un DVD qui fait peut-être parfois meilleur, quoi. Ouais, ce qui est triste. Donc voilà. Non, tu voulais rajouter Meus tout à l'heure? Oui, non, j'arrive comme ça parce que tu sais, Gino citait des films du coup produits par la Paramount et il avait dit Braveheart et ça me semblait bizarre parce que sur mon Blu-ray il y a le logo de la Fox. Donc je suis allé vérifier. Et en fait, non, mais t'as raison, mais en fait, ils se sont accordés avec la Fox pour la distribution à l'international. Ceci expliquant cela, du coup. Voilà, oui, il y a des associations. Ouais, c'est pour ça, mais ça m'a fait bizarre quand on a dit ça, parce que je me suis... Ah bon là. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des... Autant pour moi. Non, mais t'as raison, en soi, t'as raison quand même. En fait, Paramount fait souvent, en fait... j'utilise une source sûre qui s'appelle Wikipédia. Comme quoi. Non mais c'est vrai que vous avez beaucoup de films, par exemple, qui sont produits par plusieurs studios. Donc effectivement, la Paramount peut s'associer à la Fox ou avec Amblin ou avec d'autres studios pour justement avoir un meilleur budget beaucoup plus confortable pour un film et finalement se partager les recettes. C'est pour ça que des fois vous pouvez aussi avoir la Fox et même Universal par exemple. Enfin, c'est pas interdit quoi. Vous avez plusieurs choses comme ça. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou tout est ok pour vous? Bah écoute. Je pense que nous avons été complets, entre guillemets. Je pense en effet. Et puis si on veut un podcast d'une durée contenue, on va s'arrêter là. Bah... oh ça va, on est pas mal. Exactement, nous sommes d'accord. En tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures quand elles vont réouvrir pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. À plus. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi.